comment est-ce qu'on transforme un truc qui est quand même pas facile en une opportunité et comment est-ce qu'on l'utilise pour en fait aller plus vite et plus fort que les autres. Aujourd'hui, nous allons parler des addictions en tant que personne bipolaire, de l'impact des drogues sur la personnalité bipolaire, de nos expériences et des différents conseils que l'on peut vous donner. Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, je suis Clément, le fondateur de Upstage. On accompagne les personnes bipolaires de manière globale. Et moi, c'est Julien et j'accompagne les bipolaires à mieux vivre leur bipolarité au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement des addictions. Exactement, c'est un grand sujet en fait, et là, il y a des corrélations entre la bipolarité et la dépendance, notamment à des drogues. Alors, quand on utilise le terme drogue, juste entre nous, en fait, on inclut aussi l'alcool, qui est une drogue. Je pense que c'est comme ça. C'est juste que c'est une drogue légale, mais pour autant, ça reste addictif. Et même le café et le thé, en théorie, sont des drogues, hein. C'est intéressant la définition, je pense, des drogues. Le sucre pourrait en être, la cigarette, bien sûr. Enfin, je pense que la définition est large. Après, c'est toute substance finalement qui est addictive. On va la prendre comme une drogue finalement. Ouais, non, mais exactement. Et c'est pas parce qu'une drogue est légale que, que c'est super. Mais bon, après, c'est un très long débat. En tout cas, hélas, quand on regarde la population française, et si on se base sur une source qui est l'UNAFAM, qui est une association de référence dans le domaine, on a 40% de personnes qui sont toxicomanes, donc qui prennent des drogues régulièrement, ce qui est 4 Voilà. fois plus que dans la population générale. En moyenne, c'est plutôt 10%, hein, et ça, c'est assez horrifiant, hein, on va pas se mentir. Et comment est-ce que toi, tu l'expliquerais, Julien? Bah, je pense qu'il y a un terrain génétique qui fait, de la maladie qui fait que on a une plus forte tendance à vouloir compenser l'anxiété, les phases dépressives, etc., qui fait qu'on va se diriger vers des substances qui vont nous modifier notre état, en fait, et compenser, par exemple, l'anxiété, le stress. euh, et les principales addictions qu'on retrouve chez les personnes bipolaires, c'est vraiment l'alcool, la marijuana et, et le tabac. Et ouais, ça permet vraiment de, de, de pallier un mal-être finalement, et ça permet de se sentir mieux dans les phases. Ou alors, il y a aussi le côté quand on est en phase, par exemple, maniaque, bah, on va avoir tendance à boire plus, à fumer plus, parce qu'on se sent mieux, et du coup, on va aller plus dans l'excès finalement. C'est vraiment un substitut à l'anxiété, au stress, au mal-être, et aussi à l'isolement. Quand on se sent seul, on va avoir tendance à compenser avec, pour pallier à ce manque d'attention, d'amour. Donc, on va aller vers les addictions. Ouais, non, mais tu l'as très bien dit. En fait, je trouve que c'est intéressant de comprendre le mécanisme de la prise de drogue. Dans la majorité des cas, on prend une drogue parce qu'on a un manque. Et ce manque, c'est généralement un manque social, affectif. C'est souvent la première raison. Si on prend généralement les personnes qui prennent des drogues, c'est souvent parce qu'ils se sentent isolés. Et c'est clairement ce que moi j'ai pu vivre, notamment lorsque j'étais étudiant et que je fumais de la bœuf. Euh, Grosso modo, j'avais tendance dans des phases dépressives à me sentir seul, à être assez isolé, à voir pas grand monde. Et en fait, plutôt que de voir des gens, j'avais tendance à compenser en prenant de la drogue. Et c'est clairement ça, en fait, généralement. C'est un mécanisme où on va compenser un manque en prenant un substitut. Et généralement, c'est la source de l'addiction. Et au début, c'est comme tout, notre corps n'est pas accoutumé à la drogue. Je pense que c'est important juste d'expliquer en fait le système d'addiction et d'accoutumance. C'est des choses qu'on a dû apprendre à l'école, mais bon, c'est bien de le répéter. Notre corps a une tolérance à n'importe quelle drogue. Et lorsqu'on n'en a jamais pris, cette tolérance est extrêmement faible.
Donc, quand on n'a jamais pris d'alcool, la première fois qu'on boit, si vous réfléchissez à vos souvenirs, vous prenez un verre de vin, deux verres de vin, vous êtes à peu près pompette, voire bourré. Parce que votre corps ne sait pas comment supprimer cette substance et ne sait pas comment réagir. Il n'est pas habitué à cette substance. Il n'y a aucune accoutumance. Et plus on boit en quantité, plus on boit régulièrement, et plus notre corps s'y habitue. Et donc, plus les effets de cette drogue demandent de la consommation d'alcool en grande quantité. Et c'est ce problème, c'est cette accoutumance, parce que vous allez rechercher les effets que vous avez ressentis la première fois, mais pour le faire, vous allez devoir consommer beaucoup plus d'alcool que ce que vous devriez le faire, ce que vous deviez faire dans le passé. Et donc, les effets néfastes de l'alcool, qui sont les mêmes quand on prend deux verres et deux verres, mais il y en a un qui va être pompette au bout de deux verres parce qu'il n'a pas d'accoutumance, et l'autre au bout de deux verres qui ne va rien sentir, voire même qui va se sentir normal parce qu'il a pris deux verres. Et donc, en fait, c'est les mêmes effets négatifs, mais sauf que celui qui a pris deux verres, c'est sa soirée de ouf qu'il fait faire une fois par mois parce que il boit pas. Et l'autre, ça va être tous les jours parce que c'est normal. Et en fait, il va pas prendre deux verres, il va descendre sa bouteille de vodka ou autre. Euh, voilà, enfin, je trouvais ça important de répéter. Peut-être que tu as des choses à ajouter, Julien, là-dessus. Ben, non, je suis tout à fait d'accord. Et après, il y a aussi une autre addiction dont on n'a pas parlé, c'est le sexe, le porno. C'est vraiment une autre addiction qui socialement peut détruire. Ouais, voilà, c'est juste pour ajouter ça. Ouais, non, t'as raison. On pourrait même parler des réseaux sociaux. On peut. Mm. En fait, ce serait. D'ailleurs, je vais checker, mais il doit y avoir une définition officielle de addiction, et je pense que là, on donne la nôtre. Mais si on parle d'addiction, si je vais sur Google, je fais pas de promo, mais alors, pas de chance en anglais, mais addiction. Ouais, bon, après, il y a plein de trucs pour bien sûr vous aider, hein. D'ailleurs, peut-être que c'est intéressant d'en parler là, j'y pense. Il y a beaucoup d'associations, d'organismes publics pour vous aider à sortir de votre addiction. Là, on en parle sur le sujet de la bipolarité, Ce mais que je propose, c'est peut-être on le donnera dans la dernière partie. ouais. Et c'est vrai que là, je suis un peu parti sur autre chose. Mais non, mais grosso modo, voilà, je pense que vous avez compris ce que c'est que l'addiction. Vous avez compris les raisons. En fait, il y a un terrain qui fait que lorsqu'on est bipolaire, on va compenser nos phases, que ce soit les phases dépressives ou les phases maniaques. Je pense que ça peut être intéressant de parler un petit peu de l'impact de ces drogues qui sont pas vraiment les mêmes lorsqu'on est bipolaire ou lorsqu'on n'a pas de bipolarité ou d'autres troubles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment quelles sont les différences en fait Ouais. quand... Vas-y, pardon. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si, lorsqu'on n'est pas encore diagnostiqué bipolaire, les drogues peuvent être déclencheurs de la maladie. C'est-à-dire qu'on peut avoir le terrain génétique, que ce ne soit pas encore manifesté, mais en fait, les drogues vont faire que la maladie se manifeste. Et après, ça sera du coup le diagnostic et puis une continuité de la maladie. Euh, Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que les drogues, quand on est diagnostiqué et qu'on a un traitement, sont vraiment pas conseillées. Bon, en général, c'est pas conseillé, on va dire, mais d'autant plus quand on prend un traitement, ça peut être dangereux de cumuler les deux. Ensuite, le fait, et ça marche pour tout le monde, c'est lorsqu'on va avoir des addictions de type marijuana ou l'alcool, ça peut engendrer des pertes d'emploi, donc des conséquences sur la sociabilité, des conséquences dans la vie personnelle, professionnelle, et engendrer des crises de vie, parce que ça peut engendrer, et ça va accentuer d'ailleurs, les différentes phases qu'on va avoir. C'est-à-dire que, par exemple, si on imagine quelqu'un qui fume beaucoup de marijuana, il peut avoir plus tendance à aller dans les phases dépressives ou aller dans les deux extrêmes finalement parce que c'est des inhibiteurs ou c'est des inhibiteurs et désinhibiteurs. Et du coup, ça peut accentuer les différentes phases. Et en fait, derrière, ça va nous faire entrer dans un cercle vicieux et dans lequel, comme on l'a dit, les phases vont être de plus en plus intenses et de plus en plus dans les extrêmes. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on cherche à éviter.
parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à endiguer derrière, en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment des amplificateurs. En tant que personne bipolaire, mon objectif, après chacun a sa propre manière de voir les choses, mais c'est grosso modo, j'ai des phases, donc c'est-à-dire que je vais être phase dépressive plus souvent et de manière plus importante que la moyenne, et je vais être en phase maniaque plus souvent et plus régulièrement que la moyenne. Mon objectif personnellement, c'est de limiter la durée et l'intensité de ces phases. La drogue va faire tout l'inverse. C'est-à-dire que ça va augmenter, que ce soit ma phase dépressive ou que ce soit ma phase maniaque. Donc si on imagine, si on prend le diagramme de l'humeur, on va aller de -10, donc dépression énorme, et 0, certaine stabilité, +10, phase maniaque énorme, trip de fou. Bah, grosso modo, imaginons, moi a priori, je ne suis pas bipolaire de type 1, je suis plutôt bipolaire de type 2, même si les diagnostics sont toujours très complexes. Moi, je vais plutôt, j'ai cette chance en tant que personne bipolaire, c'est-à-dire que je vais descendre assez bas, donc je peux descendre, on va dire, sur du -6, -8. Par contre, je vais monter plutôt jusqu'à 6. Je ne vais pas spécialement, et ça, c'est des cas un peu extrêmes. Si je prends de la drogue, et ben en fait, je vais pouvoir faire plus. Je vais pouvoir descendre potentiellement jusqu'à -10, parce que si je prends de la bœuf alors que je suis en phase dépressive, ce qui veut dire que je vais probablement m'isoler, ça veut dire que je vais probablement moins sortir, je ne vais pas faire du sport. Donc en fait, je vais vraiment descendre au plus bas possible et imaginable. Et je peux aller en dessous de ce que naturellement mon corps me fait faire. Et Mhm. je vais prendre l'exemple inverse avec la phase haute, la phase maniaque. Si je prends de l'alcool, et voire même encore pire, hein, imaginons que je prenne même des drogues plus fortes comme de la coke ou autre, je pourrais partir en +10. Et moi, tout mon objectif, c'est de se dire, OK, mais comment je fais pour mettre en place des actions dans ma vie? Et on en a beaucoup parlé, l'hygiène de vie, le sport, les routines positives, l'accompagnement, etc., etc., pour en fait que mon battement se fasse entre -3 et +3. Et c'est un peu, en fait, on a beaucoup parlé de plein de choses, mais c'est un peu une première étape. C'est-à-dire qu'avant de faire de la méditation, de faire du sport, si vous avez une grosse addiction, c'est compliqué d'allier les deux. Enfin, je vous donne vraiment un exemple perso avec la bœuf. Enfin, je faisais très peu de sport quand je fumais beaucoup de bœuf. Euh, Mhm. je sais pas si tu as, toi, des expériences un peu là-dessus à partager. Ouais. Ouais, et je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que je pense que quand on consomme quelque chose, en fait, l'effet, il va pas être juste immédiat. Il aura un impact immédiat, mais il aura aussi un impact en décalé. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, quand on arrête, l'effet, il n'est pas immédiat non plus. L'effet bénéfique d'arrêter, il n'est pas immédiat non plus. Enfin, il y a un effet immédiat qui agit, mais c'est aussi en décalé. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Mais oui, par rapport à moi, euh, moi j'ai fumé pas mal cigarettes, marijuana, et l'une des principales problématiques pour moi, c'est plutôt l'alcool. Même si je suis jamais tombé dans des excès, sauf en soirée ou des trucs comme ça, j'ai une tendance à boire régulièrement de l'alcool. Et pour moi, c'est une certaine problématique parce que quand on boit seul, quand on commence à boire seul, bah, la définition de l'alcoolisme, en gros, c'est 2 verres par jour, tous les jours. Et ben, on y est vite, en fait. On boit un verre à chaque repas et voilà, on y est, quoi. Et, ça a des effets délétères, par exemple, sur mon sommeil. Ça a des effets délétères sur ma sociabilité, puisque forcément, quand on boit de l'alcool, on a un changement d'état, puisqu'on a une substance active qui est en nous, et ça désinhibe, du coup, on n'est plus soi-même, entre guillemets. Et du coup, ça a un fort impact sur ma vie sociale. Et du coup, aujourd'hui, moi, je me limite au maximum l'alcool. Je me l'interdis pas, mais je me limite au maximum. Et c'est pas quelque chose qui est évident à faire. Et voilà pour ce qui est de mon expérience un peu d'une addiction. Après, par exemple, la marijuana, j'en fumais beaucoup et j'ai arrêté d'un seul coup
et j'en ai plus jamais refumé. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai arrêté. Après, quelques mois après, j'ai fait ma bouffée d'hélium aigu alors que je consommais plus rien, plus d'alcool, plus de. C'était assez rigolo. Mais j'avais une grosse période de stress au final. Et c'est là que je disais, ça peut avoir des effets sur après en fait. C'est, on a des résidus en nous. On a des résidus et à un moment donné, on a un facteur de stress qui peut être assez important et du coup qui va déclencher, de par notre faiblesse qu'on a acquérie par certaines choses, les addictions, etc., et ben ça va faire un effet démultiplié en fait. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est comme ça, on a un terrain qui fait qu'on va être plus facilement addict que les autres. Et Mm. je trouve ce qui est très dur à comprendre, et moi que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, au final j'ai été diagnostiqué il y a quelques années, donc au début je ne pouvais pas vraiment savoir. Mais aujourd'hui je le sais, et en fait j'ai des potes qui vont sortir plus que moi, faire plus la fête, donc boire plus. Et, et en fait, je peux pas les suivre. Eux, ils ont pas de maladie comme la bipolarité. Donc, en fait, les conséquences de leurs actions sont gérables. Parce que derrière, c'est comme ça. Ils ont pas cette problématique de devoir gérer leurs phases. Ils n'ont pas cette problématique de devoir pas avoir de l'alcool avec des médicaments. Ils n'ont pas cette problématique aussi de pouvoir empirer la maladie. Je trouve qu'on en parle assez peu. Mais lorsqu'on est bipolaire, si jamais on consomme des drogues de manière intensive pendant longtemps, et je parle aussi de drogues fortes, hein, il y a des grandes chances que votre bipolarité, par exemple de type 2, se transforme en bipolarité de type 1, potentiellement, et ça peut encore s'empirer. On peut même déclencher de nouveaux troubles, comme des troubles anxieux, des troubles schizophrènes, en plus de votre bipolarité, parce qu'on consomme des drogues. Et du coup, est-ce que parce que mes potes le font, je peux faire pareil? Non. Et c'est pas facile à prendre en compte. Et c'est pas facile de se dire, en fait, je peux pas. Parce que si je le fais, je vais m'en vouloir. Et je vais partir peut-être dans une phase maniaque, et je vais peut-être partir dans une phase dépressive. Et Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens justement pour éviter de rester dans cet engrenage ou même commencer quand finalement une addiction, ça peut se commencer assez rapidement aussi, hein. c'est super dur, et sincèrement, je travaille dessus. Et d'ailleurs, tu m'aides, Julien, là-dessus en me coachant. C'est déjà, bah, déjà bien sûr, comprendre, en prendre conscience. Et ensuite, ça va être de se dire, OK, c'est comme ça, l'accepter, et d'essayer de le voir de manière positive. En fait, de plus en plus, moi, je me dis, c'est comme ça. Du coup, je dois faire attention et je dois moins boire, donc je dois moins sortir en soirée, parce que généralement, les choses sont liées. Je dois un peu moins fréquenter ces personnes en soirée, ce qui est logique aussi, parce que ça va ensemble. Et j'essaie de le voir de manière positive. Je me dis, si j'étais pas bipolaire, je le ferais. Du coup, je sortirais plus, je buvrais plus. Du coup, je dégraderais ma santé. J'aurais plus de mal à être efficace dans mon travail. Euh, je ferais moins de sport. Et j'aurais moins de chances de réussir au stage. Et en fait, plutôt que de me dire, ah, c'est une tannée, c'est chiant, machin, de plus en plus, pardon pour. Mais de plus en plus, je me dis, en fait, cool. Ça, du coup, ça veut dire que moi, je vais être plus productif, je vais faire plus de sport, je vais être plus efficace dans mon travail parce que je suis bipolaire. Et c'est comment est-ce que tu transformes la bipolarité en opportunité? Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, j'adore cette phrase. Bon, je donne la fleur à Isabelle qui l'a trouvée, parce que je suis accompagné par SAP sur justement Obsèche. Et c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on transforme un truc qui est quand même pas facile en une opportunité, et comment est-ce qu'on l'utilise pour en fait aller plus vite et être plus fort que les autres. Bon, voilà, c'est vraiment très personnel. Euh, Peut-être une dernière chose très dure pendant les vacances. Moi, j'avoue, pas facile.
le fait de ne pas suivre le rythme, etc. A priori, moi, je vais faire, par exemple, de la plongée en parallèle de mes vacances, là, qui arrivent bientôt. On est fin juillet, là, pour resituer fin juillet 2022. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, si je vais faire des cours de plongée très régulièrement le matin, obligatoirement, je vais avoir un rythme qui va être différent parce que je dois me lever à différentes heures et je vais avoir un truc qui est bien bon pour la santé, où je ne bois pas, etc. Voilà. T'as eu un peu des situations similaires, Julien, pour nous en parler? Ouais, je trouve très, très intéressant tout ce que tu viens de dire. Et comme tu le dis, c'est vraiment conscientiser le fait que, ok, j'ai une addiction, c'est pas grave. Euh, il faut, il faut travailler dessus, il faut l'accepter, il faut en parler à son psychiatre, il faut en parler à son médecin traitant, parce que clairement, ils peuvent nous aider par rapport à ça, ils peuvent adapter les médicaments, il y a des choses qui se font en tout cas. On peut en parler au psychologue aussi pour peut-être soulager l'anxiété, soulager le stress euh, de manière régulière. Et, et après, on peut aussi aller dans des associations. Il y a les alcooliques anonymes, par exemple pour l'alcool. Il y a des associations qui existent pour les drogues dures. J'ai vu ça aussi récemment, les salles de shoot. Euh, alors, je connais pas du tout hein, le milieu des drogues dures, mais je pense que c'est mieux d'aller dans ce genre de salle que plutôt de le faire à l'extérieur où il peut y avoir des risques d'infection, etc. Et en plus, il y aura des conseils à l'intérieur de ces salles. Il y aura des personnes qui vont vous accompagner ou qui vont parler avec vous et que ça peut être une source de soulagement. Donc, il y a des services publics, même si aujourd'hui, il n'y en a pas énormément, apparemment. Je ne connais pas trop, mais je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. Est-ce qu'il y en a... Ouais, il y a beaucoup d'initiatives, hein. Je pense à une boîte qui lance une boîte pour aider les femmes alcooliques. Ouais. Euh, je pourrais mettre ses coordonnées d'ailleurs. Et, et en fait, il faut vraiment pas hésiter à se dire, OK, je vais voir ce dont moi j'ai besoin. Euh, et si je reprends une étude que je trouve très intéressante qui a été faite au Portugal, le Portugal avait il y a quelques années des problématiques notamment de consommation de drogue dure comme l'héroïne. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dépénalisé la consommation de drogue dure pour le consommateur en disant, vous êtes victime, vous n'êtes pas coupable. Et en fait, juste en changeant cette manière de voir les choses, en disant la personne, bah, si elle consomme des drogues dures, c'est parce qu'elle a un manque, c'est parce qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle compense ce manque par une drogue. Donc, en fait, plutôt que de lui dire, bah, en fait, c'est pas bien, tu vas aller en prison et je vais te. En fait, c'est plutôt lui dire, non, mais parle-en nous, on va t'aider et on va essayer de trouver des solutions pour que tu puisses compenser cette drogue par autre chose. C'est Mm. un peu le côté débile. C'est quelqu'un qui va mal, qui est victime, qui a un manque, parce qu'il est probablement isolé, on va le mettre en prison. C'est quand même débile quand on y pense. Mm. Et cette étude, ils ont permis quand même de baisser la consommation de drogue de 50% sur les drogues dures par rapport à l'héroïne, je crois plus particulièrement, si on regarde les chiffres, en quelques années. Enfin, c'est quand même énorme. Ouais. Et du coup, c'est vraiment de se dire, vous êtes, entre guillemets, victime. C'est comme ça, faut pas, ça arrive à tout le monde. Je pense que quasiment tout le monde a eu des phases d'addiction, hein, quelle que soit l'addiction. Ça peut être le jeu, n'importe quoi. Je crois que je connais personne qui n'a jamais été addict, hein. Et vraiment, on le vit tous. Bah, comment est-ce que vous pouvez faire pour en parler et pour trouver de l'aide? Mm. Et il y en a énormément des aides. Et comme tu l'as dit, je pense que derrière, l'intention en fait, qu'il faut mettre, c'est de remplacer cette addiction. Ça peut se faire progressivement aussi. C'est pas obligé que ce soit d'un coup, mais remplacer par quelque chose de sain qui va favoriser une bonne hygiène de vie, comme le sport, comme la lecture, comme des choses qui vont vous nourrir en fait et qui vont remplacer cette addiction et qui vont nourrir qui vont, qui vont guérir entre guillemets l'anxiété, le stress, qui vont combler ce mal-être en fait. Et en fait, les addictions, c'est vraiment quelque chose à travailler quand on est bipolaire, parce que tout en sachant qu'on a vraiment des prédispositions
à être addict, en fait. Ouais, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, et c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place, c'est le fait de remplacer une routine néfaste par une routine positive. Et il y a des bouquins d'ailleurs qui parlent de ça. Pour vous donner un peu un exemple d'un cas hyper concret, et c'est beaucoup d'études d'ailleurs qui ont été faites sur le sujet, c'est quelqu'un qui est au travail et qui mange des cookies. Et grosso modo, à 15h30 tous les jours, il va chercher un cookie et il mange son cookie. Et voilà, tu vois, il se dit, bah, c'est pas bon pour moi, entre guillemets, je prends du poids, c'est du sucre, etc. Et il se dit, bah, comment est-ce que je fais pour arrêter de manger mon cookie? Au début, il se dit, bon, bah, très bien, j'arrête de manger mon cookie. Mais c'est hyper dur, c'est hyper frustrant. Et parce que, bah voilà, il mange pas de cookies, mais en fait, il se rend compte que il fait plus de pause. Donc, en fait, il reste devant son écran. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il allait manger ce cookie? C'est en partie pour faire une pause. Donc, il se dit, OK, je vais faire un break. Et du coup, il reste sur son PC, il va sur les réseaux sociaux. Après, il se dit, mais ah non, putain, c'est trop dur, ça marche pas. Il continue de bouffer son cookie. Et donc, après, il se rend compte que c'est le fait de se déplacer, le fait de se lever, le fait de sortir de son écran. Déjà, c'est déjà un peu plus facile. Il n'arrive toujours pas à arrêter de manger son cookie. Et il a réussi à remplacer finalement le fait de manger son cookie par le fait d'aller se déplacer, voir un pote de son bureau et discuter avec son pote pour faire des blagues. Et parce que le fait de bouger, de sortir de son écran, de se marrer avec quelqu'un qu'il apprécie, là, cette routine positive remplace le cookie parce qu'il génère assez de dopamine et génère assez de plaisir pour que ça puisse remplacer. Et posez-vous la question, et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un coach, avec un psychologue, quelles sont les routines néfastes que vous voulez remplacer et comment vous les remplacez. Et ça prend vachement de temps. Une routine, ça prend 24 jours à mettre en place. 24 jours qui est fait tous les jours. Donc, si demain, vous voulez remplacer une routine, il faut généralement commencer de manière hyper structurée réfléchir par quoi vous voulez la remplacer et faites-vous aider vraiment d'un professionnel. C'est assez rigolo, la moyenne. En fait, l'histoire des 21 jours pour mettre en place une routine, ça a été, cette moyenne, c'est une moyenne et qui a été fait. En fait, on s'est rendu compte que cette moyenne, elle variait entre des personnes qui arrivaient à mettre en place des routines en 3 jours et que ça durait sur le long terme, et des personnes qui arrivaient en plus de 200 jours, en fait. Et du coup, à la moyenne, on arrive à 21 jours. Donc, il y a des personnes pour qui c'est plus dur, en tout cas, de mettre une routine en place et il faudra beaucoup plus de temps que d'autres personnes, en fait. Non, mais même moi, tu vois, j'avais le chiffre de 24, mais enfin, probablement ton étude est plus précise. Moi, je me basais sur un. C'est un entrepreneur qui parle beaucoup de ça qui m'a beaucoup inspiré, hein, pour être franc, qui lui est hyper actif. Okay. Il parle ouvertement de son hyperactivité et de comment est-ce qu'il fait pour gérer son hyperactivité et transformer ça en force. Et je pense qu'avec la bipolarité, c'est pareil. Enfin, moi, je me répète en disant ça, mais quand on voit qu'il y a des gens comme Winston Churchill, tu as des gens quand même comme Napoléon, après, tu vas avoir énormément d'artistes, des Kanye West, qui ont une carrière quand même assez exceptionnelle, qui ont fait des choses exceptionnelles. Et c'est des gens qui ont réussi à transformer leur bipolarité en force et en opportunité, en se disant, bah, super, du coup, ce qui fait que potentiellement, je vais être plus créatif, je vais avoir une manière de penser différente, et je vais utiliser ça de manière bénéfique. Donc, enfin voilà, c'est vraiment des questions à se poser. Et peut-être que tu pourrais, du coup, résumer un peu, voir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, exactement. Bah, alors, on a parlé de l'addiction. Donc, l'addiction, on n'a pas vraiment pris de définition Wikipédia, mais grosso modo, c'est le fait de devoir, par contrainte, prendre une substance qui change notre comportement. Et du coup, il y a énormément de gens qui sont addicts sur plein de choses différentes, hein. Ça peut être des substances chimiques, mais ça peut très bien être aussi, comme tu le disais, le sexe, le jeu, les téléphones, etc. Euh, Lorsqu'on parle de bipolarité, si on parle de toxicomanie, donc la prise de substances hallucinogènes, donc tout ce qui va être marijuana, alcool et autres, hélas, il y a
4 fois plus de personnes qui sont addictes que dans la population générale. Donc, on est à peu près 40% si on se base sur les statistiques de l'UNAFAM. Il y a un terrain génétique et on devient beaucoup plus facilement addict parce qu'on a envie de compenser nos phases, que ce soit des phases dépressives avec la prise de quelque chose pour un petit peu sortir de l'isolement, même si en fait généralement ça empire les choses. Et pareil dans les phases hautes, les phases maniaques, on va avoir encore plus envie d'aller haut. Et généralement, les deux vont un peu ensemble. Lorsqu'on est bipolaire, on est souvent toxicomane. Et c'est vrai que c'est souvent le pire des cas parce que ça nous amène à avoir des phases plus fortes, plus dures à gérer. Et c'est hyper important d'éviter d'enclencher ce cercle vicieux. Toutes les études montrent que c'est surtout pas compatible, d'autant plus avec les médicaments. C'est encore moins compatible parce que ça peut empirer une maladie, ça peut même être déclencheur de la bipolarité. Donc vous allez empirer les choses. Et puis, il y a quand même plein de solutions pour s'en tirer. On a la chance, lorsqu'on parle de la France, on a quand même beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organismes d'État qui sont gratuits, qui proposent des aides. Il y a aussi des sociétés privées pour vous aider à sortir des différentes drogues. Parlez-en autour de vous. Je pense que c'est très important de pouvoir en discuter, de vous rendre compte que généralement, si vous prenez une drogue, c'est parce que vous avez un manque. Quel est ce manque et comment faire pour transformer cette addiction négative, cette routine négative, en routine positive. Et c'est un travail de longue haleine qui est très compliqué, et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, pour transformer ça, et en fait transformer quelque chose de négatif en opportunité. Et vraiment, posez-vous les bonnes questions. Alors, vous n'allez pas, en écoutant un podcast, solutionner le problème, mais ou en écoutant une chaîne YouTube. Et, mais voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous en parler. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir votre avis sur le sujet, notamment les personnes qui s'en sont sorties. Comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont des choses à partager? Nous, on vous a parlé de nos propres expériences. Voilà, n'hésitez pas à liker d'ailleurs la vidéo, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide à être un peu plus connus. Et puis, une très belle journée. Je te laisse le mot de la fin, Julien. N'hésitez pas, vraiment, si vous avez des expériences par rapport aux addictions, si vous avez des conseils qu'on n'a pas évoqués, et des solutions, des associations ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao! Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.